Voilà. On pourrait avoir le PowerPoint. Oui, ben ça, je pourrais vous le communiquer. Merci. Alors, où peut-on trouver des formations en compétences émotionnelles? Alors, je sais que moi-même, je n'en fais pas, mais je sais que Moira en a fait, mais maintenant, il faut dire depuis maintenant 2, 3 ans, elle s'est beaucoup plus orientée sur un sujet un peu différent, puisqu'elle travaille avec Isabelle Roskam sur le burn-out parental. Euh, alors, Sophie Brasseur, là, pourrait éventuellement parce que là, Sophie reste très intéressée, donc ça, je peux. Mais il n'y a pas eu des formations qui sont structurées, si on peut dire. C'est plutôt, par exemple, Sophie fait des consultations euh, et donc elle travaille évidemment ces aspects-là, mais dans le cadre de consultations individuelles. Donc, on n'est pas dans des formations à proprement parler. Donc, juste pour peut-être compléter, parce que c'était une question qui m'intéressait particulièrement aussi. Donc, si je comprends bien, pour l'instant, au niveau des connaissances de la littérature scientifique, il n'y a pas encore de formation structurée qui répondent, qui sont calibrées pour être efficaces au niveau des compétences émotionnelles. On sait que si on fait des formations, ça a un impact réel et durable, mais il n'y a pas encore d'outils définis. C'est bien ça? Ben, on a quand même des protocoles qui ont été imaginés. Par exemple, Ilios Kotsou, que vous connaissez sans doute parce que c'est quelqu'un qui est assez actif. Et donc, j'ai accompagné, j'étais dans le comité de thèse de l'Ilios, et donc, voilà, il avait vraiment mis tout un protocole. Mais c'est plutôt des protocoles expérimentaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais, on ne les a jamais, entre guillemets, standardisés comme voilà, une méthode en quelque sorte qui pourrait être. Ça, c'est quelque chose qu'on doit encore faire. Mais donc, ce qu'on a ici, c'est plutôt. Ce qu'on constate, c'est que voilà, ce qu'a fait Sophie, par exemple, avec des adolescents, c'était vraiment avoir tout un protocole on a testé pour voir si c'était efficace. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que c'est efficace. Et ce qu'on a surtout, et c'était la même chose dans le cas d'Ilios, dans le protocole, les protocoles qu'il a utilisés, ça a très très bien marché. Alors maintenant, alors c'est toujours un peu le problème, vous voyez, quand vous êtes dans un milieu universitaire, parce qu'on est dans, bon, c'est un peu comme dans tous les domaines. Je veux dire, si vous êtes en pharmacologie, vous étudiez des molécules dans le laboratoire, mais ce n'est pas vous vraiment qui faites euh, euh, voilà, vous n'êtes pas Pfizer et ce n'est pas vous qui allez commercialiser le, le vaccin contre le Covid. Hein. Donc, c'est un peu Parce que souvent, on manque de temps pour faire ça. C'est ça aussi la difficulté. Hein. C'est vraiment lancer des formations. C'est pour que vous y consacrez beaucoup de temps. Or, vous, ce n'est pas ce qu'on vous demande à l'UNIF. Donc, ce qu'on a pu constater, en tout cas, c'est dans les études que nous avons faites, on a des protocoles qui marchent et qui sont. Ce qui est aussi important, c'était. Alors, bon, au début, je dois dire que j'étais content quand Ilios a vu que ça marchait bien, qu'on pouvait développer les compétences émotionnelles avec des adultes. Et donc, j'étais plus sceptique avec Sophie en se disant, tiens, est-ce qu'on peut vraiment développer les compétences émotionnelles d'adolescents et est-ce que c'est durable et efficace? Et ce qu'on a vu, c'est que ça l'est. Donc, ce qu'on tient à la disposition des personnes, c'est justement ces protocoles. Ils peuvent avoir aussi des outils. Par exemple, je vois ici, c'est intéressant, dans le parcours scolaire, on peut très bien imaginer d'avoir des activités qui soient reprises dans le cadre d'activités qui sont faites à l'école. Donc, ce qu'on a fait, c'est rien d'extraordinaire. Hein. Je dis, mais le tout, c'est que ce soit des choses qui soient systématiques et qui soient reprises dans un cadre conceptuel cohérent. Alors, on voit aussi que, alors, ce n'est pas des activités intenses, il ne s'agit pas de faire ça tous les jours pendant 6 mois. Hein, on voit que, mais voilà, c'est pas non plus, il ne faut pas être de l'autre côté et se dire, tiens, c'est une simple information d'1 heure dans mon cours et tout sera joué, c'est pas vrai. Hein, voilà. Vous êtes ouvert à de la recherche-action sur ce domaine? Si vous avez des protocoles, est-ce que si un groupe structuré arrivait pour dire, voilà, on voudrait essayer de mettre ça en place et de faire du matériel qui soit exploitable par d'autres, par des enseignants, par des coachs, par des formateurs ou autres, est-ce que vous seriez ouvert à ce type de démarche? Malheureusement, moi, je n'ai vraiment, comme vous le savez, Oui, ça, j'ai vraiment, je ne vais pas vous le dire parce que j'y arrive plus, quoi.
Non, mais dans le service ou dans les gens qui ont travaillé, est-ce que Alors l'université serait maintenant, je ouverte à ce pense type de que démarche? c'est Sophie Brasseur, en tout cas, pour moi, c'est vraiment la personne qui pourrait être. Là, je pourrais vous envoyer les coordonnées. Oui. Et voilà. Elle est vraiment. Donc, elle a fait sa thèse avec moi, mais maintenant, elle est sur le terrain. Donc, elle fait des formations, elle fait des suivis individuels. Donc, elle peut évidemment, certainement être plus disponible que moi pour ce genre d'activité. Voilà. Parce que dans les participants ici ou dans les gens qui vont cette vidéo, il y aura peut-être des gens qui seront intéressés, motivés pour lancer ce type de démarche. Donc, ça peut être Oui, sûrement, parce que je pense en tout cas, voilà, donc, voilà, alors, dans les activités, si je dis, je vois que là, il y a une remarque un peu plus des outils. Ce n'est pas des outils spectaculaires, hein. Quand on travaille sur analyser ses propres émotions, reconnaître les émotions d'autrui, euh, voilà, on va jouer sur des jeux de rôle, on va faire des choses qui sont, voilà, qui ne sont pas mais qui sont structurées de manière, voilà, cohérente par rapport au modèle et dans une certaine progressivité et qui aboutissent à ce que les sujets donc, puissent apprendre ces compétences. Voilà. Euh, alors, je vois qu'ici, alors c'est un peu autre chose, je vois une question sur intelligence émotionnelle et croyances irrationnelles. Euh, je pense qu'il y a des travaux, mais je ne connais pas bien, donc je ne vais pas vous raconter. C'est un sujet que je ne maîtrise pas bien sur les aspects. On peut penser effectivement qu'il doit y avoir des relations, mais je ne vais pas vraiment. Voilà, je n'ai pas les connaissances euh, pour vous répondre de manière rigoureuse. Je regarde ici parce que, alors, parce que ça a bougé. Euh, alors, du concept très à la mode, au potentiel émotionnel. Mais à nouveau, voilà, je suis. Je crois que vous avez bien compris mon positionnement, parce que la notion d'intelligence émotionnelle elle-même est une notion très floue, que les tentatives, au fond, la tentative la plus rigoureuse, la plus approfondie qui a été faite, c'est toute l'équipe autour de Salovey. Et on voit bien que il y a effectivement une conceptualisation qui me semble intéressante, mais c'est extrêmement difficile d'évaluer. Et vous avez vu, nous-mêmes, on s'est tourné vers de des questionnaires donc auto-rapportés. Hein, donc c'est le sujet qui doit compléter lui-même le questionnaire. Euh, et donc l'idée de pouvoir objectiver vraiment à la manière d'un test d'intelligence classique, je ne vois pas comment on peut y arriver aujourd'hui. Je n'exclus pas qu'on y arrive. Entre autres, bon, voilà, dans le laboratoire où j'ai été plusieurs fois aux États-Unis, mais ce sont des développements coûteux, hein, on commence à travailler quand même sur des questions d'outils virtuels. Vous voyez, on peut très bien, parce que tant qu'on est sur du papier crayon ou bien une espèce de reproduction sur écran du papier crayon, parce que c'est ça qu'on fait. Hein, aujourd'hui, vous allez avoir des tests comme les matrices de Raven sur écran, mais en réalité, c'est jamais que le même test présenté sur un écran d'ordinateur. Donc là, il n'y a rien de révolutionnaire. Par contre, on voit aujourd'hui, mais le problème, c'est que les développements sont très coûteux, on peut placer des sujets dans des interactions virtuelles avec des personnages avec qui on échange, où on se déplace, où on a donc quelque chose qui est beaucoup plus écologique. Vous voyez, si j'ai un personnage où je vois tout un élément, le mouvement, je le vois en 3 dimensions, j'entends le son de sa voix, les nuances, etc., on peut avoir évidemment quelque chose qui est beaucoup plus proche de la réalité. Et là, je pense qu'on pourrait avoir une approche beaucoup plus fine de ces compétences émotionnelles dans des situations, enfin, pas réelles, mais qui s'approchent de la réalité. Hein. Voilà, donc ça, c'est
C'est prometteur, mais vous imaginez bien que travailler au développement d'outils de réalité virtuelle, c'est extrêmement coûteux. Je vois bien, par exemple, ici, ils ont, chez Pearson, là où ils ont, dans leur laboratoire où ils font des développements, ça leur a coûté un pont, les petits développements qu'ils ont faits, quoi. Donc, tout ça, c'est de la programmation, etc. Mais voilà, je suis persuadé que d'ici quelques années, on aura d'autres outils qui permettront sans doute d'investiguer de manière... Parce que le problème, vous voyez, je peux me faire une idée des capacités émotionnelles de quelqu'un dans l'interaction. Mais là, on n'a rien de standardisé. Je ne sais rien comparer. Par contre, si j'utilise la réalité virtuelle, on peut avoir des situations qui sont standardisées. Vous voyez, on peut faire au fond ce qu'on fait en médecine. Enfin, aux États-Unis, le font assez bien. Je prends ici une analogie. Vous savez qu'aux États-Unis, on a beaucoup d'examens de certification des compétences professionnelles. Donc, dans toute une série de domaines, vous devez faire certifier vos compétences régulièrement. Et entre autres, dans le domaine médical, ils utilisent ce qu'ils appellent le patient standardisé. Donc, ce sont des comédiens qui ont appris à jouer le patient standard. Donc, ils savent évidemment jouer parfaitement, avoir le discours, l'attitude, tout. Donc, ils sont vraiment... Et donc, vous allez passer votre examen avec un pseudo-patient, mais qui joue super bien. Mais vous vous doutez bien que ça, je ne peux pas faire dans mes consultations, avoir un patient, un sujet standard pour tester les émotions. Mais si on pouvait le faire de manière virtuelle, ce serait pas mal. Ouais. Si ça peut vous intéresser à ce niveau-là, on a des pistes sérieuses pour des développements en réalité virtuelle. Donc, on a un certain nombre de gens très compétents là-dedans qui pourraient éventuellement être sollicités pour participer à ça. Oui, mais donc voilà, ça pourrait être effectivement, enfin, c'est pour indiquer ici des pistes. Mais pour moi, ça me semble, Mm. voilà. Euh, alors, je vois qu'ici, attendez, parce que j'essaie de ne rien, parce qu'il y a plusieurs questions beaucoup de questions tournent autour de l'éducation, de la formation, des compétences émotionnelles. Je vois que ça vous a beaucoup intéressé. Euh, alors, je vois ici, oui, oui, vous posez justement la question de le biais de désirabilité sociale. Vous aurez toujours ça quand vous avez des questionnaires auto-rapportés. Et vous allez avoir des sujets qui, par exemple, dans les émotions, qui vont sous-estimer, surestimer, pour différentes raisons. Hein. C'est pour ça que ce serait intéressant de le voir en situation beaucoup plus réelle. Il n'y a pas vraiment de méthode qui permette de faire disparaître le biais de désirabilité sociale. Je dirais que le biais, il peut être atténué en fonction des contextes où vous faites passer le questionnaire. Si je suis dans une relation d'aide, par exemple, d'une personne qui vient en consultation, je peux penser que la personne qui est plus... Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein, qui est en demande d'aide va être plus sincère que, par exemple, si j'utilise cet outil-là, je ne sais pas moi, en groupe avec d'autres personnes qui vont voir mes résultats, où là, je vais essayer de montrer une certaine image de moi. Euh, mais même en individuel, hein, une personne qui demande de l'aide, elle peut, par exemple, exagérer certaines émotions parce que justement, elle a envie que j'ai de l'empathie par rapport à elle. Et donc, rien ne me dit que c'est exactement ça qu'elle a ressenti. Donc, voilà. Alors, on peut aussi, alors on a essayé de le faire, Moira Nicolas-Jacques, par exemple, a travaillé aussi sur des indicateurs émotionnels, d'émotions cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est plus sur des compétences émotionnelles. On a essayé de mettre en relation des compétences émotionnelles et des émotions vécues. Hein. Alors, c'est pas toujours simple, hein, mais par exemple, on a travaillé sur des indicateurs même biologiques, mais c'est très compliqué, c'est très, très coûteux. Donc, voilà. Alors, si je continue un peu, parce que je vois que ça se suit, je vois ici, vous avez parlé beaucoup de neurotypiques dans le cadre des diagnostics, des accompagnements des troubles comportementaux, plus particulièrement des troubles du spectre de l'autisme, Asperger
TDAH, pensez-vous que l'utilisation d'outils d'apprentissage pour gérer des problématiques spécifiques? Ben oui, ça, ce serait très intéressant hein, de travailler, par exemple, on voit qu'il peut y avoir des déficits dans les compétences émotionnelles, dans le trouble, je l'ai évoqué d'ailleurs tout à l'heure, dans le trouble du spectre de l'autisme. Et donc, on peut imaginer que de travailler avec ces outils-là, mais on n'a pas eu l'occasion de le faire. Voilà, et ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour dans notre équipe parce que voilà, il y a plein d'autres choses. Quand on fait de la recherche, on doit vraiment faire des choix. Mais c'est une bonne piste. Là, je crois qu'il y a vraiment tout un... Et la même chose pour les TDAH. Hein. Euh, voilà, c'est un... alors, je continue. Oui, alors le problème, c'est que j'avance ici. Et quand il y en a qui rajoutent des questions, alors, du coup, ça saute un peu. Je choisis. Voilà, non, non, non. Euh, un lien entre les compétences intra- et interpersonnelles et le facteur FI et FE du MBTI. Alors, je suis moins familier du MBTI, hein, donc c'est un cadre que je connais moins bien. Donc là, peut-être, oui, donc là, je ne peux pas vraiment vous répondre. Euh, alors, oui, j'aime bien ici. Une formation émotionnelle serait possible pour les jeunes au-dessus de 55 ans. Bah oui, je pense, il n'y a pas d'âge, moi, je pense, pour développer ces compétences émotionnelles. Et que là, il y a vraiment de très bonnes pistes. Hein. Alors, oui, vous posez. Alors, c'est ce que j'ai évoqué là. Comment mesurer l'intensité de l'émotion ressentie par une personne? Est-ce qu'il existe? Mais à nouveau, hein, je pense que on a essayé, par exemple, d'utiliser des indicateurs alors, à la fois physiologiques et, par exemple, au niveau de réaction du visage en ayant des récepteurs divers. Il y a toutes sortes de techniques qui sont utilisées. Euh, c'est compliqué parce que, à nouveau, quand vous essayez d'avoir des mesures objectives de l'intensité émotionnelle, soit vous essayez de le faire au moment où vous avez l'émotion, mais vous avez tout de suite quelque chose qui est un peu faussé parce que on n'est plus dans quelque chose euh, de vrai en quelque sorte. Alors on a essayé, hein. On a eu, entre autres avec Sophie, on a travaillé sur, certains collègues qui travaillent sur les émotions ont fait une sélection d'extraits de films qui, on le sait, sont de très bons inducteurs de certaines émotions. Hein. Je peux effectivement avoir vous imaginez tout de suite le genre d'extrait qui peut susciter la peur, la joie, la colère, la tristesse, et ça marche plutôt bien. Hein. Donc on l'a utilisé pour justement générer, si vous voulez, sur commande, même si, à nouveau, ben c'est très lourd. Hein. Moi, je ne peux pas, je peux pas faire passer pendant 2 heures ou même 1 heure des extraits de films pour générer des émotions chez quelqu'un dans une consultation. Mais en contexte expérimental, on peut le faire. Et on peut, à ce moment-là, avoir des indicateurs physiologiques. Mais je dis, à nouveau, ça reste quand même un petit peu artificiel, il faut bien le reconnaître. Euh, les forces de caractère étudiées en psychologie positive, donc effectivement, il y a Peterson et surtout Seligman, couvrir certaines compétences émotionnelles, sûrement, sûrement. Hein. On n'a pas vraiment travaillé dans cette perspective-là, mais c'est vrai qu'il y a certainement des connexions à faire, hein, sûrement. Alors, voilà, je pense que j'ai dû faire, je regarde, voilà, les différentes questions. J'essaie au fur et à mesure de vos réponses de les faire passer en résolu, donc j'en ai peut-être Ah, loupé quelques-unes au d'accord. passage. Alors, je regarde si j'en ai pas oublié. Oui, alors là, je n'ai pas répondu à celle-là. Est-ce que le TDA serait lié à une anxiété qui empêche de maîtriser son environnement? Euh, Pas nécessairement, parce que vous allez avoir des sujets. Ça peut être effectivement le cas, hein, mais on va voir quand même chez les enfants. Moi, je travaille surtout avec des enfants, des adolescents. Euh, on va voir que c'est beaucoup plus une difficulté de focaliser son attention. Il y a une hyperstimulabilité, si on peut dire, de ces sujets.
et, et une difficulté, je dis, vraiment de focalisation qui peut être complètement indépendante de l'anxiété. Le sujet, par exemple, on va voir des enfants, ils sont avec des jeux, donc ils ne sont pas du tout stimulants, liés à de l'anxiété, mais ils n'arrivent pas à rester sur un jeu de plus de quelques minutes. Ils passent d'un jeu à l'autre. Voilà, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais ce serait un peu rapide de lier anxiété et TDAH de manière systématique, je pense. Alors, le concept, oui, donc on en a parlé de HPE. Je dis faites attention parce que je me dis, dans la mesure où aujourd'hui on a déjà beaucoup de mal à mesurer cette intelligence émotionnelle, qu'est-ce que du coup un haut potentiel émotionnel? Alors, on peut intuitivement se dire qu'il y a des gens qui ont cette capacité-là. Et donc, je ne suis pas fermé à cette possibilité-là. Je pense que, par exemple, on peut imaginer que des gens qui sont dans le soin, ce qu'on appelle aujourd'hui le care, hein, que ce soit les psychologues, des médecins, du personnel infirmière, peuvent avoir parfois une compétence émotionnelle de très, très haut niveau. Et ils seraient peut-être HPE. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a plus le sentiment. Il y a des gens, voilà, ils sont très en phase avec leurs propres émotions, une grande oui, donc je pense que ça peut. Donc je ne rejette pas mais de là à dire maintenant qui serait au potentiel. L'objectiver, si vous voulez, c'est compliqué. Mais je ne doute pas qu'il y ait des gens qui ont des capacités de cet ordre-là, sûrement. Est-ce qu'on peut parler un peu plus des outils? Ça, j'ai évoqué. Faire le biais de désirabilité sociale, on l'a vu. Euh, émotion, enquête et mode d'emploi, art, mais là. Non, je ne connais pas. Ça ne me dit rien. Et alors, voilà. Donc, oui, je vois qu'il y a un fort, en tout cas, je vois qu'il y a un intérêt important pour les formations. Donc, je vais communiquer un certain nombre de coordonnées, entre autres Sophie Brasseur, je pense que. Mais je ne sais pas si elle, voilà. Je sais qu'elle a travaillé avec des groupes de jeunes, etc. Mais voilà, tout le monde évolue dans son parcours et je sais qu'elle a voilà, elle fait toute une série d'autres recherches et moi-même aussi. Donc voilà. Mais je vous communiquerai en tout cas les connexions pour que vous puissiez prendre contact avec elle. Je vais lui en parler, d'ailleurs, je vais lui écrire pour annoncer que vous prendrez contact avec elle. C'est très gentil. Et le lien entre pratique et méditation, je ne me souviens plus si elle a été Ah oui, 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 répondu. oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est certainement qu'il y a là effectivement euh, au niveau de la méditation, certainement au niveau des compétences émotionnelles intra-individuelles. Mais comme on a vu aussi, et vous l'avez vu tout à l'heure, que les compétences intra-individuelles conditionnent aussi les compétences inter-individuelles, ne sont pas deux compétences indépendantes. Certainement, la pratique de la méditation est un élément qui va jouer. Là, c'est tout à fait clair qu'il y a des prises de conscience, euh, du soi qui peuvent jouer, sûrement. Parfait. Je pense que je vais noter des choses. Alors, au niveau de l'amélioration des compétences émotionnelles, donc de ce que vous avez fait comme test avec les protocoles dont vous avez parlé, est-ce que quelle est la partie de volonté, de motivation là-dedans? Donc, est-ce que la partie de motivation de la personne qui souhaite améliorer ses compétences est extrêmement importante là-dedans? Donc, est-ce que c'est plutôt des gens qui seraient demandeurs, qui ont des chances d'avoir de beaux gains avec ça? Ou est-ce que si on fait une formation dans toutes les écoles, par exemple, est-ce que le gain pour les enfants qui subiraient cela, si on ne fait pas une grande attention à la motivation, serait aussi bon? Alors, c'est une très bonne question parce que je serais réticent à faire quelque chose d'obligatoire.
je pense pas qu'on puisse faire de l'apprentissage des compétences émotionnelles comme on va apprendre à résoudre une équation au cours de maths. Hein. Mm. C'est pas de cet ordre-là. Parce que on parle de quelque chose de très intime. Et je constate dans ma pratique que certaines personnes ont peur de leurs émotions. Parce que, vous voyez, vous pouvez avoir des personnes, et il y en a qui me l'ont dit, hein, ils me disent, moi, je ne veux pas parler de mes émotions, parce que parler de leurs émotions, c'est au fond comme raviver souvent des émotions négatives, bien sûr, mais c'est raviver quelque chose de douloureux. Et donc, ils sont souvent dans des comportements d'évitement. Et donc, on est toujours... Donc là, il faut s'imaginer que si vous êtes à l'école, vous n'avez pas obligé quelqu'un à réévoquer des émotions négatives. Vous risquez à ce moment-là de glisser dans quelque chose qui est de la psychothérapie sauvage. Or, ce n'est pas le but. Donc, je pense qu'on est plutôt... Il faut quelque chose qui ait une certaine... D'abord, ça doit se faire sur une base volontaire. Ça, c'est indispensable parce qu'on touche à l'intime. Hein. Voilà. Je dis, on est vraiment dans quelque chose d'une toute autre nature qu'un cours de maths ou un cours de géographie. Donc, il n'y a rien à faire. On va toucher des choses et vous ne savez jamais non plus comment les personnes peuvent réagir. Hein. Voilà, vous ouvrez. Vous avez des personnes, parfois, c'est la première fois qu'ils mettent des mots sur des émotions. Donc, c'est pas. euh, et donc, il ne faut pas se dire, tiens, on a fait un exercice, et puis bon, maintenant c'est terminé. Bon, bon, salut mon gars, tu t'en vas. Donc, voilà, je crois ça doit être sur une base volontaire, et en fonction du contexte, bon, il faut quand même savoir jusqu'où vous allez. Vous ne faites pas de la psychothérapie. Si c'est, euh, par exemple, avoir l'occasion, par exemple, dans le cadre, je ne sais pas moi, d'une activité scolaire, donc apprendre à reconnaître les émotions, des choses comme ça. Mais il faut que ça reste quand même. euh, Si vous êtes avec des adolescents, faites attention quand même à tout, aux phénomènes de groupe, hein, qui peuvent se produire, hein, et aux réactions que ça peut induire. Donc, on peut faire pire que bien, hein, parce qu'on joue là sur quelque chose, sur la corde sensible, si on peut dire. Euh, et donc, voilà, je pense qu'il y a une place quand même pour parler des émotions, utiliser des mots. Par exemple, voilà, apprendre à utiliser un vocabulaire qui exprime les émotions, etc. Je crois que là, on peut aller jusque-là, mais en sachant qu'à un moment donné, on est à l'école et je trouve que ce n'est pas le lieu pour commencer à faire des jeux de rôle où on parle d'émotions parfois intenses, parce que là, vous commencez, pour moi, je considérerais qu'on est dans quelque chose qui n'a pas vraiment son... Euh, qui est plutôt, qui doit plutôt se produire dans un lieu où les gens viennent volontairement parce qu'ils ont fait le choix voilà, voilà, c'est du développement de compétences personnelles, du développement de soi. Mais dans un contexte comme celui-là où vous êtes, voilà, c'est cadré, il y a un suivi, etc. Donc, il y a une place pour ça dans certains cours, mais vraiment de manière très cadrée. Je serais vraiment prudent. Parce qu'on a parfois comme ça, j'ai déjà eu des échos de personnes qui étaient parfois dans des choses un peu sauvages, et puis voilà, ils avaient sorti quelque chose devant tout le monde, et puis après, on disait, ah mon gars, c'est terminé, hop, et ils sortaient avec ça, ils étaient tout seuls. On ne peut pas faire ça, je crois qu'il y a une question de déontologie qui est là derrière, qui est... euh, voilà. Très intéressant, merci beaucoup. Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées. Ah, attendez, je vais les rouvrir parce que j'avais cliqué. Euh, alors, lien positif entre émotion et imagination et d'autres corrélations, elles négatives. Euh, mais je pense qu'effectivement, il y a effectivement une relation entre les émotions positives et négatives et notre imagination. Ça me paraît évident. Je crois qu'il y a là des... J'ai pris l'exemple de la création, par exemple, artistique, hein, que ce soit la création littéraire, la création plastique. Euh, la... Bon, ben, par exemple, dans l'exemple, euh, dans
le jeu de l'acteur, du danseur, par exemple. Voilà des exemples où vous pouvez créer parce que vous êtes en contact avec les émotions. Mais là, ce n'est pas de l'émotion brute, c'est une émotion justement qui est digérée, qui est métabolisée en quelque sorte et qui est transformée en quelque chose d'autre. C'est ça qui fait la richesse de la création, c'est cette capacité. Donc, il y a effectivement une compétence émotionnelle. C'est pas, il ne suffit pas d'avoir de l'émotion brute. Si vous faites de l'émotion brute, vous ne créez rien du tout. Mais c'est vraiment canaliser cela pour transformer ça en quelque chose. Alors là, les émotions peuvent être tout autant positives que négatives. Je dis, si vous regardez la poésie, la musique, etc., vous voyez très bien que certains musiciens, par exemple, quand ils ont composé certaines de leurs chansons ou de leur musique, ils n'étaient pas d'une humeur gai, hein, mais c'est quand même, ils ont su transformer ça. C'est un moteur quand même, l'émotion. Et c'est ce qu'on voyait. C'est dans cette notion d'utiliser les émotions pour des activités cognitives. C'est exactement. Et ça, c'est aussi un élément peut-être de, je ne dis pas de guérison, mais en tout cas quand je parle de métabolisation, c'est ce qui permet, hein, je ne sais pas, j'entendais encore une chanson de Brel, ben, on se doute bien que quand il a écrit certaines de ses chansons, il n'était pas dans une relation amoureuse qui marchait du tonnerre de Dieu le Père. Il y en a certaines, on se dit, oh là, il avait le cœur un peu cassé, mais voilà, il peut y avoir un côté quasi thérapeutique, mais qui a une transformation. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment pour moi une, une relation étroite entre les deux. Le jeu comme moyen d'expression, oui, ben là aussi, vous voyez, c'est ce qu'on fait parce que dans la thérapie, vous allez avoir, par exemple, ben, on a parlé tout à l'heure des jeux de rôle, mais on peut parler aussi d'autres. Hein, par exemple, chez les enfants, on peut utiliser des personnages, etc., qui deviennent alors des porteurs d'émotions. Ça, c'est sûr. C'est des choses que j'ai fait souvent je fais moins maintenant, mais avec l'âge, on prend des patients plus âgés. Mais quand je voyais des enfants plus jeunes et qu'on utilisait des personnages, et on voyait, ils exprimaient des émotions, de la colère, par exemple, des situations très conflictuelles qui se mettaient, mais qui, justement, permettaient, là aussi, une métabolisation de l'émotion. On va mettre des mots, on va l'élaborer, et donc on est dans le développement d'une compétence émotionnelle, de quelque chose qui, au début, était vécu sous la forme d'une émotion brute, en quelque sorte, qui est juste de l'ordre du ressenti. Voilà. Je vois qu'il y a quelqu'un qui met un lien là. Il faudrait regarder. Oui. Oui, voilà. Ben, oui, mais là, il y a d'autres personnes qui ont développé. Peut-on mettre en évidence une éducation des compétences émotionnelles? euh, Oui, mais c'est un peu l'idée, si vous voulez. C'est-à-dire que l'outil, c'est une manière d'abord, ce qu'on faisait, c'est y répondre avant, et puis vous répondez après, et puis vous pouvez voir comment vous abordez les mêmes questions après avoir travaillé les perceptions de vos émotions, appris à mettre des mots sur ces émotions. Ça, ce sont des choses qu'on peut faire, effectivement. Voilà.